Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Comme toujours, Hervé Bonneau est là. Salut Hervé. Salut Ali. Et aujourd'hui, un sujet qui dépasse la seule question médicale, le choc démographique et la capacité ou non de notre système de santé à y faire face. Vieillissement accéléré de la population, des territoires qui manquent de soignants, une médecine libérale sous tension. La santé est-elle prête à encaisser ce choc majeur? Pour en parler, j'accueille Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Dans le scan, Hervé nous dit que la France ne traverse pas une simple crise, mais un séisme démographique annoncé depuis des décennies. Et dans la pépite santé, place à une solution de terrain, DocTripper, une plateforme pensée pour les jeunes soignants et pour les territoires en manque de professionnels. Son fondateur, Alexandre Chéroux, chirurgien dentiste, sera avec nous. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Pour commencer, quand on parle de choc démographique, de quoi parle-t-on vraiment du point de vue d'un médecin de terrain? C'est un afflux de patients, une transformation des pathologies, le tout? Non, on constate, moi je suis rentré dans le syndicalisme en 2002 lors de la coordination nationale des médecins généralistes et déjà en 2002 on annonçait cette désertification. On disait que les médecins ne pouvaient pas continuer à travailler 60-70 heures par semaine, faire des gardes de nuit profondes et recommencer à travailler le lendemain. Donc c'est là qu'on avait obtenu un aménagement des gardes qui s'arrête à minuit, que les gens viennent à domicile au maximum. Et on avait annoncé cette pénurie. On voyait bien que le nombre de médecins, l'âge des médecins faisait que dans 10 ans, en 2002, on annonçait ça. Et rien n'a été fait. Alors maintenant, on augmente massivement un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on accepte davantage de médecins pour les études, mais seulement on n'a plus les capacités d'enseignement. Quand j'entends Gabriel Attal dire on va accueillir 10 000 étudiants en médecine, on s'interroge d'abord sur les capacités d'enseignement, parce que dans beaucoup de facs, les professeurs sont devant un amphi qui est plein, mais il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont devant un écran. Donc il n'y a pas assez de professeurs. Faute d'enseignants. Il y a faute d'enseignants. Faute d'enseignants. Donc là, pour nous, effectivement, moi, je suis passé en 7 ans de 1700 patients médecins traitants à 2658. Sur Clamart, où je suis installé depuis 73, on a perdu 14 médecins généralistes en 5 ans, et l'agence régionale sanitaire... Qui ont pris leur retraite ? Qui ont pris leur retraite sans être remplacés. Et curieusement, l'agence régionale sanitaire trouve que la situation s'est améliorée. On est passé de ZIP, zone d'intervention prioritaire, en ZAC, zone d'aménagement concerté, et là, depuis le 31 décembre, on est passé en zone blanche, c'est-à-dire que c'est parfait. Donc, on se demande un peu s'ils ne fument pas un peu la moquette à l'ARS, parce que perdre 14 généralistes sur un secteur où il y a 60 000 habitants, c'est pas rien. Passer de 1700 patients médecins traitants à plus de 2600, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a une pression sur les secrétariats. On a beau libérer tous les matins, on est 5 médecins, on libère 40 plages de consultation qu'on libère à 8 heures, et pareil à 14 heures. C'est des gens qui prennent les rendez-vous à 14 heures pour venir l'après-midi. Donc on essaye d'éviter. C'est vrai que c'est pas ce qu'on imagine d'une ville comme Clamart. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fracture dont on parlait nette entre les territoires, en fait, elle n'existe plus et maintenant c'est globalisé. L'Île-de-France est le premier désert médical de France. L'Île-de-France. Clamart, qui est l'ancienne Seine, donc toute proche de Paris, était une zone déficitaire et est toujours une zone déficitaire, quoi qu'en pense l'agence régionale sanitaire. Donc clairement, il y a un vieillissement de la population, il y a un vieillissement aussi des médecins, il y a des étudiants qui hésitent à s'installer, et on comprend pourquoi quand on voit comment ils sont traités à la fois par les députés, à la fois par le gouvernement là, depuis 7 ans. On essaye de faire croire à la population que le métier de médecin généraliste, c'est finalement une succession de petits actes qui peuvent être faits par les pharmaciens, par les infirmières, par les kinés, ou pire, par les téléconsultations qui fleurissent un peu partout. Or, une téléconsultation, si c'est fait par quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne peut pas vous examiner, qui ne connaît pas vos antécédents et qui ne connaît pas votre façon de réagir, c'est clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. C'est quelque chose qu'on a mesuré, ça ?
l'impact de la Mais téléconsultation alors, à la écoutez, place d'une... c'est colossal. La caisse d'assurance maladie sait combien il y a de téléconsultations. Il y en a de plus en plus, mais surtout, c'est une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Moi, je vois quelques personnes qui ont été vues en téléconsultation. J'ai vu notamment, j'en parlais tout à l'heure, mais une personne qui était déjà sous Ritaline, donc qui la stimule pas mal. Le médecin qui ne l'a pas interrogé, visiblement, lui a prescrit de la cortisone en plus de la Ritaline. Je peux vous dire, les effets étaient quand même désastreux. La personne, on avait dit qu'elle était sous coke en permanence, quoi. Des excitations, etc. Comment on peut faire de telles erreurs? Comment on peut laisser se développer des cabines de téléconsultation et surtout croire que c'est une solution à la désertification? On est en train de dégrader la qualité de prise en charge des patients et personne ne bouge. On accuse les médecins d'être feignants, de ne pas travailler assez, de ne pas vouloir faire de garde, de ne pas aimer les patients. C'est ce que m'ont dit les députés du groupe transpartisan qu'on avait rencontré à l'Assemblée il y a 6 mois, avec M. Garot à sa tête. On voit une hostilité des députés à notre égard. Et on voit la désertification qui s'étend, on voit les jeunes médecins qui sont inquiets de l'avenir, qui ne savent pas quel métier ils vont exercer. Ils ont bossé pendant 9 ans, on vient de leur coller une 10e année. Ils avaient signé pour 9, on vient de leur coller en cours d'études une 10e année et à faire dans les déserts. On entend des députés dire on va distribuer ces médecins dans les zones désertifiées. Distribuer, quand vous entendez parler de distribuer des gens qui sont Bac+10, qui ont un taux de responsabilité qui fait qu'il y a un suicide tous les 18 jours parmi les internes. Et vous avez des députés qui ignorent ce que c'est que ce métier, dire qu'on va distribuer ces gens qui sont pères ou mères de famille. Franchement, on dit, mais qu'est-ce que ces gens pensent quel métier on fait? Mais alors, comment on fait pour ces déserts médicaux? Eh bien, pour ces déserts médicaux, là, puisqu'on a collé une 10e année aux jeunes médecins, j'ai dit, écoutez, voilà, c'est simple. Vous les logez. Vous garantissez un logement parce qu'ils vont être éloignés de leur domicile. Vous mettez un secrétariat présentiel pour qu'ils bossent dans de bonnes conditions et qu'ils soient sécurisés. Eh bien, vous mettez un maître de stage joignable au téléphone pour sécuriser leurs pratiques. Et comme quand même on vient de leur coller une 10e année et qu'on les oblige à aller dans les déserts, on leur garantit un doublement du salaire. Un doublement du salaire, ça correspond à peu près à 60 consultations par semaine. Et quand j'en ai parlé à l'ancien ministère de la Santé, parce que ça tourne un peu, les ministres en ce moment, quand j'en parle de l'ancien ministre de la Santé, ils me disent oui, mais ça coince du côté de Matignon. Donc j'ai appelé le conseiller de Matignon et je lui ai dit écoutez, on pourrait avoir 3500 médecins de plus sur le territoire demain, si on double leur salaire, si on les loge, s'il y a un maître de stage joignable au téléphone et qu'on leur met un secrétariat présentiel. Réponse, doubler le salaire, comme vous y allez. Je dis, attendez, excusez-moi, monsieur, mais compte tenu de désertification qu'on connaît, se priver de 3500 médecins de plus, dire qu'on va doubler le salaire à des Bac+10 dont le niveau de responsabilité est tel qu'il y a un suicide tous les 18 jours, je suis surpris de votre réaction. Et c'est ça qui est malheureux, si vous voulez. C'est que, ces gens-là ignorent le métier et ne font rien pour enrayer la désertification, alors qu'on pourrait avoir 3500 médecins de plus demain pour moins de 2 millions d'euros sur un budget de 153 milliards. À quoi pensent les gens qui nous gouvernent en ce moment? La délégation des tâches revient régulièrement dans le débat. Est-ce que c'est une réponse pragmatique au choc démographique ou est-ce que vous voyez comme un risque Mais ce que je vous dis, on est en train de réinventer les officiers de santé du temps de Flaubert. On est en train de réinventer les officiers de santé du temps de Flaubert. Et je ne vous dis pas la qualité des soins de M. Bovary. Hein, c'était déjà pas glorieux. Ça ne fait que masquer le manque de médecins. Mais ça masque provisoirement le nombre de médecins. J'ai vu des médecins d'Orléans parce que je suis allé faire la campagne de Madame Rist qui va se présenter dimanche. Là, je ne sais pas quand passe votre émission. Mais je suis allé faire la campagne de Madame Brist vendredi dernier et j'ai rencontré des médecins d'Orléans qui me disaient mais nous on est confrontés, il y a des infirmières aux pratiques avancées qui viennent nous demander de prescrire des examens parce qu'elles ont vu des personnes en premier recours, mais ils disent c'est des examens que nous on n'aurait jamais prescrits. Donc si vous voulez, moi les infirmiers avec qui je travaille, ils ont envie d'être mieux rémunérés et qu'on reconnaisse mieux leur métier, ils n'ont pas envie de changer de métier. Or, les infirmiers, Monsieur Valtou, l'ancien ministre, déjà il y en a eu 2 depuis, a quand même été devant l'Assemblée nationale dire que les infirmiers de proximité avaient augmenté de 10% quand leur salaire, leur déplacement est passé de 2,50 € à 2,75 €. Il le dit sans honte. Les infirmiers sans qui, moi, je ne peux pas maintenir de personnes âgées à domicile, sans qui je ne peux pas faire de fin de vie à domicile, ils se déplacent à domicile pour 2,75 € et le ministre ose le dire devant l'Assemblée nationale. Sans honte.
Hein, alors, comment voulez-vous qu'on maintienne des personnes âgées à domicile? Comment voulez-vous qu'on assure des fins de vie correctement à domicile avec des infirmiers qui sont payés ce prix-là? Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas le nombre de patients, Mais le problème, de patients âgés, j'entends. vous savez, les personnes âgées à domicile, je connais des auxiliaires de vie qui font un boulot remarquable. On est en train de nous bassiner avec le vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser face au vieillissement de la population? Est-ce qu'on construit des immeubles intergénérationnels comme il y en a à Londres depuis 50 ans? Hein, il y a quelques appartements, excusez-moi, il y a quelques immeubles Mmh. intergénérationnels en France, mais ils sont rarissimes. Or, ces immeubles-là, vous avez des personnes âgées qui sont en couple. Il y a des 2 pièces au rez-de-chaussée, il y a des studios pour les personnes seules. À côté de ça, il y a une mini crèche où les parents viennent mettre leurs enfants. Quand les personnes âgées sont en forme, elles peuvent servir même de baby-sitter aux gens qui habitent au-dessus. Il y a un vrai travail intergénérationnel et il y a un vrai respect de prise en charge des personnes âgées. Parce que quand vous avez une auxiliaire de vie qui vient, eh bien, plutôt que de prendre 2 heures chez l'un, prendre 1 heure de transport pour aller chez un autre, etc., elle fait sa journée au rez-de-chaussée de l'immeuble. Quand c'est une personne seule, elle a un studio. Quand c'est un vieux couple, ils ont un 2 pièces. On permet à des personnes âgées, on les isole pas, on construit pas des ghettos à vieux qui font le bonheur de quelques sociétés qui prospèrent Mmh. là-dessus. Mais on a bien vu pendant le Covid que vraiment c'était une zone à risque pour les personnes âgées de construire ces EHPAD qui fleurissent un Mmh. peu partout. Ça n'est pas respecter les personnes âgées que de continuer à construire des EHPAD alors qu'on pourrait construire des immeubles intergénérationnels et faire en sorte que vraiment Mmh. la population âgée soit intégrée dans la population et Mmh. ne soit pas des parias dont on se débarrasse. Mmh. Et au-delà des téléconsultations, dont vous avez, évoqué l'impact négatif, est-ce que, la durée de la consultation médicale aussi, est impactée et dans quelle mesure, ça empiète sur la qualité des soins aujourd'hui? La durée de la consultation, c'est pas tellement la durée de consultation. La durée de consultation, elle change pas. On voit toujours 3 ou 4 patients dans l'heure, ça dépend des pathologies. Mmh. Il est clair que c'est justement le souci d'éviter, de rater une urgence, ou de rater une consultation qu'on aurait dû voir beaucoup plus rapidement. Mmh. C'est surtout ça qui nous inquiète et c'est pour ça que dans mon groupe où on est 5 voire 6, on libère tous les matins, 40 consultations, dès 8 heures et 40 consultations dès 14 heures. Et ces consultations-là sont prises en un quart d'heure. Mmh. C'est là où on se rend compte que vraiment le niveau de demande et nous, on aimerait bien pouvoir installer, 1 ou 2 médecins supplémentaires, avec nous. Parce qu'on se rend compte, en plus, que les vieux comme moi, qui sommes habitués à faire des heures et cetera, on se rend bien compte qu'aussi que les jeunes médecins, voudraient bien assurer une continuité des soins Mmh. en travaillant des horaires qui soient corrects. Et quand je dis des horaires qui sont corrects, c'est pas les 35 heures, hein. Moi, j'ai mes 2 derniers associés, ils travaillent entre 45 et 50 heures. Ils font ça, mais ils font ça en 4 jours et demi. Mmh. Mais les semaines, elles font 7 jours. Donc pour nous, médecins généralistes, c'est assurer une continuité des soins, assurer une coordination des soins. Mmh. C'est pour ça qu'une des mesures dans le plan de financement de la sécurité sociale qui veut nous coller une amende pour dire aux médecins d'aller consulter 2 jours par mois dans les déserts, on se dit, mais comment ils peuvent imaginer que 15 médecins se succèdent sur un Ouais, ouais. territoire sans coordination, sans continuité des soins? Ces gens-là ignorent le métier réel qu'on fait, qui est fait de continuité et qui est fait de coordination des soins. Mmh. Et pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de retraite en France, mais très peu, du vieillissement, comme, choc sanitaire, global. Pourquoi selon vous, on est, en retard autant sur ce sujet-là? Sur le sujet de la retraite, Non, 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 du vieillissement justement. bah, parce que les gens, ils voient pas plus loin que le bout de leurs élections. Hein, soit vous avez des élections tous les 5 ans, mais ils ne voient pas les élections dans 15 ans, dans 20 ans. Mmh. C'est ça qui est gravissime. Et puis en même temps, si vous voulez, moi je peux constater que, m'étant installé il y a en 73, les gens venaient me voir, ils partaient à la retraite à 65 ans et ils avaient le bon goût de mourir à 75 ans. Maintenant, non mais maintenant, si vous voulez, les gens, ils sont quand même beaucoup plus en forme. Moi j'ai vu, j'en parlais récemment, mais j'ai vu arriver une dame de 88 ans qui est venue me voir en consultation parce qu'elle était essoufflée. Alors, j'interroge, elle me dit voilà, j'étais dans le bois, j'étais en chaussures de ville, j'ai croisé le groupe de marche nordique qui était équipé, qui avait des bâtons, etc. J'ai eu du mal à les suivre. Mmh. Alors je lui dis vous avez fait combien de kilomètres? 8.
Donc, et vient me voir en consultation parce qu'elle était essoufflée, parce qu'elle ne peut pas suivre le groupe de marche nordique en chaussures de ville et sans bâton. Les personnes 88 sont ans. trop vaillantes, c'est ça la conclusion. Et le lendemain, je vois une prof de yoga de 90 ans qui me dit, écoutez, docteur, ça va pas, je suis fatigué. D'habitude, il n'y a pas si longtemps, je marchais 10 km tous les jours. Là, je marche 10 km 2 fois par semaine et je suis fatigué. Alors j'étais avec mon interne, je lui ai dit, il doit y avoir une caméra invisible là, parce que tu vois, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, quoi. Si vous voulez, c'est que incontestablement, les personnes âgées, heureusement pour elles, vivent de plus longtemps et en meilleure santé. Avec des maladies chroniques qui apparaissent normalement. Mais avec des maladies chroniques, mais ils vivent correctement, si vous voulez, avec des maladies chroniques, mais ils vivent plus vieux et dans de meilleures conditions qu'il y a 50 ans. Et là, alors j'avais appelé un économiste, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi on se crispe sur la retraite à 64 ans? J'ai dit, mais au Portugal, en Espagne, ils sont à 67 ans, dans les pays scandinaves, ils sont à 67 ans. Je dis, combien on économiserait si on faisait la retraite à 67 ans? Eh bien, il ne m'a pas répondu, mais c'est ChatGPT qui m'a répondu, 27 milliards. Ben voilà. 27 milliards d'économies si on partait à la retraite à 67 ans. Et si on respectait les personnes âgées, qu'on construisait des immeubles intergénérationnels, je pense que ça relancerait le bâtiment qui est un peu fatigué en ce moment. Donc, si vous voulez, si on construisait en pensant au vieillissement de la population, en adaptant déjà les appartements au fait que si vous voulez prendre un bain, eh ben vous pouvez glisser un porte-malade sous la baignoire, vous n'êtes pas obligé de démonter la cloison, etc. Prendre un bain dans de bonnes conditions, etc. Avoir des portes qui soient un peu plus larges pour qu'un fauteuil roulant puisse passer. C'est pas mettre de nouvelles normes de la construction des bâtiments pour qu'on puisse adapter vraiment les bâtiments au vieillissement de la population et faire en sorte que les bâtiments soient adaptés au vieillissement futur. Construire des immeubles intergénérationnels, respecter les vieux en arrêtant de construire des ghettos à vieux que sont les EHPAD, permettre aux gens qui sont déjà dans les EHPAD d'avoir suffisamment de personnel pour pouvoir ne pas mettre les personnes au lit dès 6h30 parce qu'il n'y a pas assez d'équipe après le repas du soir. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait qu'on ne respecte pas les vieux dans cette population, on n'anticipe pas le vieillissement de la population, et on méprise les médecins de proximité et les infirmiers de proximité qui pourraient éviter et raccourcir les hospitalisations. Merci, ce sera le mot de la fin de cette interview. Mais restez avec nous néanmoins, c'est l'heure du scan avec Hervé. Pour toi, parler de choc démographique, c'est un peu faible. Oui, c'est un peu faible. Vraiment, un choc, on devrait parler d'un séisme, enfin quelque chose un peu mieux. Sincèrement, ce qu'on vit, on nous parle d'une crise. Une crise, par définition, c'est temporaire, c'est un petit truc qu'on va régler. C'est pas une crise, c'est une faillite. Et la faillite, sans être bien malin, je pense qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans, on pouvait se dire, ça va vieillir, ça va coincer. Et ben on y est. Et alors, j'ai au moins 2 vérités dérangeantes à rappeler. La première, c'est que la France est vieille. Franchement, sincèrement, maintenant, et puis c'est très bien, mais un Français sur 3 à 60 ans, et dans peu de temps, les 85 ans feront plus de 5 millions de nos concitoyens. Bon, bah, c'est comme ça. Surtout que comme notre natalité s'écroule, c'est les vieux qui vont prendre le pouvoir. Ailleurs, le monde est jeune. Actuellement, au Sénégal, 50% de la population a moins de 18 ans. Donc, sans être bien malin, je ne suis pas un politique, je me dis, il y a peut-être des leçons à prendre. Et le deuxième point, c'est que notre sécurité sociale formidable, elle a été créée en 1945. Pas tout à fait la même période, peut-être un monde avec une France jeune, productive, et puis en reconstruction, n'est-ce pas? Donc forcément, il faudrait peut-être adapter certains trucs de la Sécu. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est en 2026 avec des patients qui ont vieilli, mais des médecins qui ont vieilli aussi. Voilà. Et donc nos médecins en activité, ils auront en moyenne plus de 50 ans. Il y en a déjà plus d'un tiers qui a plus de 60 ans. Et dans certains départements, les départs en retraite sont largement supérieurs en nombre au nombre d'installations des petits jeunes qui ont envie de faire autre chose. Donc ça va coincer. Et encore une fois, pour moi, c'est pas un accident, c'est une pénurie organisée. Sincèrement, moi, j'ai été dans des réunions à l'Assemblée, écouter de brillants énarques nous expliquer que les médecins étaient des centres de coûts. On discutait. Et donc, leur réflexion était de dire, moins il y a de médecins, moins il y a de dépenses. C'est une bonne vision de la santé publique en France. Mais je l'ai vraiment entendu de mes douces oreilles. Donc, c'est intéressant, l'énarchie. Et donc, oui, de plus en plus d'experts prennent la parole pour dire la crise de la santé est plus grave que la crise des retraites dont on nous parle. Effectivement, Jean-Paul Hamon en parlait. La retraite, 60 ans, 62 ans, il n'y a qu'à regarder au Danemark, c'est 70 ans. Donc, c'est un problème de partir plus tard, peut-être, c'est une frustration. Mais un acte de soins non délivré, c'est beaucoup plus grave, ça peut être fatal.
Donc il ne faut pas se tromper de guerre. Et donc, voilà, encore une fois, ça va coincer. Et sans être bien malin, on regarde. Les urgences sont saturées. On ferme des lits d'hôpitaux. Les déserts médicaux s'étendent. Les médecins sont bien gentils de vouloir encore s'installer. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je trouve qu'on bricole. Et on bricole. L'hôpital est un bon exemple. L'hôpital tient avec les internes. Et Jean-Paul l'a rappelé, un interne se suicide tous les 18 jours. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est quand même la jeunesse de notre pays. On a inventé le statut de docteur junior, ce qui m'agace prodigieusement. Avant, on appelait ça les assistants. C'est un tout petit peu infantilisant. C'est pas Castor junior, quand même. Docteur junior, le mec est bac+10. Voilà. Et puis les PADU, les praticiens à diplôme hors Union européenne. Il y en a quand même près de 20 000 en France qui font tourner les hôpitaux. Évidemment, on les paye moins cher. Mais surtout, on les a piqués dans des pays qui auraient aussi bien besoin de ces gens-là pour soigner leur propre population. Tout ça est très curieux. Vraiment, je m'étonne. Et donc... Pour toi, c'est intenable. C'est intenable. Absolument, ça va péter. Il n'y a pas besoin de... Si on énumère, et c'est ce qu'on se disait avant, oui, ça devrait péter. Voilà. Et puis, par exemple, pour la prise en charge du vieillissement, ça ne peut plus être hospitalo-centré. Oui, il faut la ville, il faut des appartements intergénérationnels, il faut repenser le système et il faut regarder comment ça se passe ailleurs. La médecine de ville doit être revalorisée. Je ne parle pas que d'argent, là, même statutairement. Ce sont des gens formidables qui ne bossent pas 35 heures. Les 35 heures, c'était inventé pour ceux qui veulent travailler moins. Là, c'est pas le cas. Et puis, la répartition des rôles entre les divers soignants doit être clarifiée, codifiée, apaisée. Et donc, pour moi, il y a une grande question. C'est voulons-nous un système de pensée de santé qui accompagne le vieillissement ou qu'il subit frontalement. Donc pour moi, la santé des vieux, ce n'est pas un coût à contenir, c'est une responsabilité à assumer collectivement. C'est vraiment un projet politique. Voilà, dans quelle société on vit. Et pour finir, donc, je vous rappelle une citation anonyme. La manière dont une société traite ses vieux dit tout de son avenir. Merci beaucoup Hervé. Rapidement, Jean-Paul Hamon, on n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes d'accord avec Hervé? On n'a plus le luxe de parler de crise quand on parle de choc démographique. Non, mais là, il faut réorganiser le système de santé, faire en sorte qu'il y ait une médecine de proximité qui évite les hospitalisations et qui les raccourcisse. Il faut vraiment s'appuyer sur les gens de proximité. Là, les pharmaciens, la pharmacienne, pour moi, c'est une sécurité sanitaire. Il faut supprimer les prestataires à la sortie de l'hôpital qui bouffent la laine sur le dos des infirmières, qui bouffent la laine sur le dos des pharmaciens, et les pharmaciens n'auront peut-être plus envie de changer de métier. Réorganisons le système sanitaire et on pourra avoir une économie équilibrée, du moins dans le domaine de la santé. Il faut reconnaître la proximité, la valeur de la proximité. Il faut faire en sorte que les infirmiers, les médecins puissent bosser dans de bonnes conditions. Et bosser dans de bonnes conditions, c'est avoir du personnel, avoir un secrétariat présentiel. La moyenne européenne, c'est 2 salariés, 3 par médecin. En France, c'est 0,7. Donc, si vous avez un secrétariat présentiel, si vous pouvez avoir une assistante, si vous pouvez avoir une infirmière dans le cabinet, vous faites un boulot impeccable. On prend en charge correctement les patients. Donnons les moyens aux médecins de travailler dans de bonnes conditions et les Français seront mieux soignés. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Hervé, tu restes avec nous, bien sûr. On passe à la pépite santé. Et place à la pépite santé. Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour. DocTripper, Alexandre, est une plateforme qui permet aux jeunes professionnels de tester des territoires tout en aidant les collectivités à mieux les accueillir et donc les fidéliser. Brièvement, comment fonctionne DocTripper ? Alors, DocTripper, c'est une plateforme qui va permettre en fait à la collectivité, au territoire, de renforcer les annonces proposées par les professionnels de santé de leur commune. L'idée, c'est d'allier le côté sans engagement d'un stage, d'un remplacement, qui va permettre de tester, au côté attractivité territoriale qui va pouvoir être amené par la commune ou les partenaires du territoire. Et alors, une fois que le jeune soignant est sur place, est-ce que la plateforme continue de l'accompagner ? Oui, absolument. Nous, on va l'accompagner avant, c'est-à-dire qu'on va déjà structurer
toute la partie annonce avec donc l'accompagnement des pros de santé pour proposer des choses moins engageantes, l'accompagnement des collectivités pour structurer la logistique, l'attractivité. Donc ça peut être du logement par exemple qui est un des premiers leviers pour faire venir un jeune dans un territoire sous-doté, et également les étudiants qui vont nous solliciter par rapport à des projets qui peuvent avoir une appétence pour de la culture, du sport, et on va les guider vers différents endroits pour qu'ils puissent découvrir la proposition de valeur professionnelle et territoriale. Et alors, en quoi le fait de tester un territoire avant de s'y installer, ça peut être déterminant dans le choix d'un jeune? Ben, il faut imaginer que la plupart des jeunes étudiants en santé, ils ont passé 5, 10, 15 ans dans une ville universitaire. Il y a des gros a priori pour les territoires sous-dotés. L'objectif, c'est de leur dire, allez passer votre période de début de carrière quand vous avez des remplacements à faire. Passer cette période à voyager, à aller à droite à gauche et aller tester in situ les territoires pour découvrir la vie et l'exercice et finalement pouvoir lever les a priori qu'il peut y avoir pour certaines zones. Pour beaucoup, l'argent n'est plus le seul facteur déterminant, en tout cas. Qu'est-ce qui influence aujourd'hui vraiment le choix d'un territoire par un jeune soignant? Ce qui va influencer, c'est la possibilité de choisir. Réellement, c'est la possibilité d'expérimenter. On voit qu'il y a beaucoup d'aides à l'installation qui ont été mises en place par les pouvoirs publics. Il y a des avantages dans tous les sens, mais souvent, c'est sous condition d'installation. Donc, on se retrouve avec la contrepartie de devoir s'installer pendant 3-5 ans pour bénéficier des aides. Et finalement, on imagine mal un étudiant qui sort de la fac et qui décide d'aller s'installer dans un territoire qu'il n'a jamais connu, jamais expérimenté de but en blanc, juste parce qu'il y a des aides. Donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, venez vous rendre compte qu'on a un équilibre vie privée, vie professionnelle dans ces territoires-là et qui vaut tout à fait autant le coup que ce qu'on peut retrouver dans des grands centres urbains ou proches des côtes, là où la plupart des étudiants vont. Et dans quelle mesure est-ce que vous collaborez avec les hôpitaux, les maisons de santé, les médecins déjà sur place? Aujourd'hui, en fait, nous, notre modèle, il est totalement gratuit pour tous les acteurs de santé. Donc, que ce soit un professionnel libéral, un hôpital, une clinique, les annonces vont pouvoir être déposées gratuitement, quelle que soit la spécialité, quel que soit le type d'annonce. Et notre modèle, en fait, repose sur l'implication des collectivités locales parce qu'on va pouvoir leur donner la possibilité d'accéder à une cible qui aujourd'hui est difficile pour eux, c'est les jeunes, les étudiants, en fait. Donc, les pros de santé vont pouvoir poser leurs annonces et à la suite de cette annonce, nous, on met en place toute notre méthode pour arriver à convaincre le territoire de s'associer à son pro de santé pour arriver à avoir une approche collaborative, une co-construction de l'attractivité santé pour le territoire. Donc, si je comprends bien, si je reformule, hein, donc, vous êtes un site de recrutement au service des territoires ou un site de petites annonces pour les professionnels de santé? Ou c'est la rencontre des deux? C'est juste pour préciser votre... Ouais, c'est un peu la rencontre des deux. L'idée, c'était d'amener le meilleur des deux mondes, en fait, de se dire, on s'appuie sur le pro de santé parce qu'on part de l'annonce et on agglomère autour d'une expérience courte tout le côté attractivité territoriale, toute la logistique qui manque. On n'est pas réellement une agence de recrutement, en fait. L'objectif, c'est d'être un acteur neutre, un petit peu au milieu de tout ça, et de dire à un étudiant, OK, c'est pas mieux d'aller en Creuse, d'aller en région PACA ou à droite ou à gauche, mais plutôt on va créer les conditions qui vont vous permettre de tester sans vous engager et de vous faire une idée par vous-même. Merci beaucoup, Alexandre Chéroux. Alexandre Chéroux, fondateur de Doc Tripper et chirurgien dentiste. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Hervé. Merci Je te dis à dans 2 Alix. semaines. Eh ben, bien sûr. Et merci de nous avoir suivis sur Be Smart for Change.